À Versailles, les négociations entre Adolphe Thiers et Otto von Bismarck sont rudes, notamment autour du sort de Belfort. Dans notre ville, après le départ de la garnison, il ne reste plus que les soldats malades et blessés, environ 1600 personnes, le personnel de l'intendance et des hôpitaux et 5000 Prussiens. Édouard Mény, maire de Belfort, espérait que la convention de reddition de la place forte prendrait en compte les intérêts de la brave population de Belfort, avec des conditions semblables à celles qui avaient été mises en place à Metz. Pas de réquisition et pas d'obligation pour les habitants de loger les soldats prussiens. Hélas, rien n'a été prévu pour les civils. Les Prussiens ont refusé d'aborder le sujet, le général Udo von Tresckow n'ayant, selon eux, aucune autorisation pour s'occuper des intérêts de la population. Voici donc les Belfortins seuls face à l'ennemi dans une ville en ruine. Nous fûmes sacrifiés, regrette amèrement Édouard Mény. Combien nous eûmes le cœur tellement brisé lors du départ de nos braves soldats et de nos chers compatriotes mobilisés, dont nous avions si longtemps partagé les souffrances et les dangers. Combien nous envions leur sort glorieux. Ils s'en allaient, eux, les seuls soldats de notre malheureuse armée, avec tous les honneurs de la guerre. Ils allaient être libres et justement fêtés et acclamés partout sur leur passage. Leur marche à travers la France allait être un long triomphe. C'était l'armée de Belfort, invaincue, qui avait sauvé Besançon, qui avait sauvé le Midi. Et nous, à cette heure glorieuse et si triste tout à la fois, nous restions seuls au milieu de nos ruines. La main de fer de l'occupant ne tarde pas à s'abattre sur la ville. Une ordonnance du gouverneur prussien, le lieutenant-colonel Friedrich von Schellila, est affichée sur les murs de la ville. Sa première disposition donne le ton. Toutes les ordonnances du commandant seront rendues uniquement en langue allemande. Elles ne sont pas moins exécutoires par les habitants ne parlant pas cette langue. S'il s'agit d'affaires communales, elles peuvent être traduites, s'il est nécessaire. Elle précise aussi que l'état de siège est maintenu et édicte différentes obligations et interdictions. Interdiction de tous les journaux ou proclamations non autorisées, remise des armes et munitions détenues par les habitants, couvre-feu à 21h, sauf pour les médecins civils, interdiction de sortir de la ville entre 18h et 7h du matin ou encore de ramasser les éclats de projectiles. Les Allemands se les réservent, ce qui leur permet de revendre 10 millions de kilogrammes de fonte, précise le lieutenant Léon Belin. Gare à celui qui voudrait injurier un soldat allemand. Les habitants doivent être prévenus qu'au cas où les troupes allemandes en armes seront insultées, soit de l'intérieur d'une maison ou édifice, soit à un autre lieu, il sera procédé selon l'usage de la guerre. Point particulièrement délicat, la ville doit aussi pourvoir au logement de 5000 hommes, soit dans les maisons privées, soit dans les postes militaires où les casernes restent habitables. Mademoiselle M. Caron et sa famille sont encore à Belfort, car le père, exténué, a été hospitalisé. Ils ont dû quitter leur casemate, mais trouver un logement n'est pas chose aisée. C'est à n'en pas croire ses yeux. Les rues sont encombrées de débris de bois, de pierres, de tuiles. La circulation est très difficile. On n'ose pas passer près des maisons, de peur qu'elles ne s'écroulent sur nous. Il n'y a plus que des ruines, partout. Où trouver un logement ? Sa famille finit par trouver refuge chez un ouvrier de son père au faubourg de Brisac. On dit que la paix est signée, ou qu'elle va l'être. Cependant, les Prussiens s'installent, dictent leur volonté, désarment les habitants, obligent ceux qui ne veulent pas jurer fidélité à Guillaume à quitter la ville sous 3 jours. Il y en a des quantités logées partout, jusque 40 par maison. Ils s'emparent de tout, des lits, des chambres, des meubles, des provisions. Il est affiché qu'on doit leur fournir pour chaque homme 1 livre de bœuf, 250 grammes de lard, du café, des cigares, de l'eau de vie, 750 grammes de pain ou 2 francs par jour. Les habitants ne sont plus chez eux. Ils sont si indignés, si désolés, qu'ils disent qu'ils préféraient voir recommencer le bombardement. Elle note aussi que l'on paie maintenant à Belfort avec de la monnaie prussienne. Les marchés se rétablissent, ils s'installent sur la place des marchands étrangers de toutes sortes, car à Belfort, il ne reste rien. Malgré les ventes et les distributions aux habitants, il y a encore des vivres dans les magasins. Les Prussiens en détruisent certains, raconte François Matet, jeune garçon de Valdois. Les grosses bandes de lard salé, d'une qualité très médiocre, et que l'on accusait d'être une des causes de l'épidémie de dysenterie et de celle de la petite vérole, mais aussi de quantité de farine, riz et pâtes, c'est ce que je me rappelle très bien, c'est d'avoir vu la façade du château et des pavillons, rue du Rosemont actuel, tout blanc de farine, sel, riz, etc., jetés par les fenêtres du château et par les autres ouvertures de la citadelle. Les Prussiens réquisitionnent les Belfortins pour effacer les traces du bombardement, comme l'explique Édouard Mény. L'autorité allemande exigea le déblaiement immédiat des rues, dont quelques-unes renfermaient jusqu'à 1 mètre de tuiles, de pierres et de décombres, de toute nature. L'autorité municipale dut mettre en réquisition les voitures des villages voisins pour opérer ces enlèvements, et nous dûmes employer pendant plus d'1 mois près de 50 tombereaux par jour qui transportaient les décombres sur les glacis de la place et de la promenade des faubourgs, qui fut ainsi exhaussée de près de 50 cm dans toute sa longueur.